Bonjour à toutes et à tous. Soyez donc les bienvenus dans ce nouveau direct dédié à la formation des enseignants du supérieur aux enjeux de la transition écologique pour un développement soutenable. Alors le cycle de direct se poursuit après plusieurs webinaires donc proposés entre mars 2024 et aujourd'hui, portés par des intervenants aux profils disciplinaires variés. Donc, pour rappel, tous ces webinaires s'inscrivent dans le cadre des activités de formation des enseignants que mène UVED et qui font suite à la publication de nombreux documents ou rapports tels que le rapport Jouzel Abadi, le plan climat-biodiversité ou encore les notes de cadrage et de préconisation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, concernant les thématiques abordées tout au long de ce cycle de direct, eh bien, UVED s'inscrit dans le cadre du socle commun de connaissances et de compétences pour la formation des enseignants et des étudiants de premier cycle à la TEDS. Donc, pour rappel, ce socle couvre les quatre grandes thématiques suivantes: le changement climatique, la biodiversité et sa préservation, les ressources et leur disponibilité, et la transition juste et équitable. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pour ce nouvel événement, nous avons le plaisir d'accueillir Damien Pigat. Avant de vous laisser la parole, Damien, donc pour une présentation sur le thème de la qualité de l'air, santé et environnement, je vais rapidement vous présenter et dire un mot donc sur la structure dans laquelle vous travaillez. Donc, Damien, vous êtes ingénieur à Atmosud et directeur des relations extérieures. Alors, Atmosud, Observatoire de la qualité de l'air en PACA, c'est une structure associative, loi 1901, agréée par le ministère de la Transition écologique et qui a deux missions, donc garantir un observatoire de référence et favoriser l'engagement. Donc ça veut dire que d'un côté, Atmosud surveille, évalue l'exposition des populations donc à la pollution, pour permettre à chacun d'agir et informer, alerter la population, les acteurs, les décideurs, les autorités, et de l'autre, Atmosud accompagne, sensibilise, évalue, forme, conseille pour mieux préserver la qualité de l'air et le climat, et participe bien sûr aux travaux de recherche et coopère pour inspirer un air meilleur. Alors nous invitons tous les participants à bien vouloir couper leur micro. Et Damien, je vous laisse la parole et à tout à l'heure pour le temps donc d'échange avec Vincent qui vous relaiera les questions posées dans le fil de discussion. Damien, c'est à vous. Merci Delphine pour cette introduction et merci à tous pour votre participation. Donc effectivement, je vais vous parler de la qualité de l'air et de manière générale aussi, quelles sont ses conséquences et après, voilà, plus finement, finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ce thème de la qualité de l'air. Alors déjà, pour commencer, finalement, c'est vrai que l'air, il nous environne, on le respire de manière inconsciente, il est la plupart du temps transparent et c'est vrai que, en fait, par jour, on respire et on respire énormément. Et c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas toujours conscience. Mais par jour, en fait, on respire une quantité très importante justement d'air. Et par jour, c'est 15 000 litres que l'on respire. Donc on voit quand même que c'est énorme. Et donc, il y a une très grande quantité d'air qui passe dans nos poumons. Et cet air, donc, il est important qu'il soit de bonne qualité pour justement qu'il ne nuise pas à notre santé. Donc, l'air, cet air, on le respire dans notre atmosphère. Et pour prendre conscience aussi finalement de cette atmosphère qui nous environne, on regarde finalement la structure de l'atmosphère et on voit que la couche dans laquelle on respire, c'est la troposphère, elle représente à peu près une dizaine de kilomètres. Donc c'est vrai que dans la plupart des schémas, finalement, quand on la représente sur la partie de gauche, on a l'impression qu'effectivement, on a de la place. L'atmosphère, il est immense, voilà. Il est pour nous, en tout cas, il nous semble infini, mais en fait, il est quand même très fin. Quand on regarde à l'échelle de la Terre, finalement, une Terre qui représente, qui a un rayon de plusieurs milliers de kilomètres, finalement, si on doit avoir une image en tête, l'atmosphère dans laquelle on respire, c'est comme si on représente la Terre par une pomme, finalement, c'est vraiment l'épaisseur de la peau qui va représenter l'atmosphère dans laquelle on respire. Donc on voit que finalement, il n'est pas infini, cette atmosphère, et c'est vraiment une fine couche dans laquelle on vit et qui nous permet finalement d'avoir la vie sur Terre. Lorsqu'on va regarder la composition de cette atmosphère, on est essentiellement composé de diazote, d'oxygène, de dioxygène plutôt qu'on respire. Et lorsqu'on regarde finalement
la partie qui va ensuite nous intéresser dans cette présentation, ce qui est les polluants, on voit que ça représente une infime partie de la composition de cette troposphère. Donc, si on prend les chiffres, hein, on voit que voilà, c'est finalement l'ensemble des composés en dehors de l'azote et de l'oxygène de notre atmosphère, c'est moins de 1%, et vraiment la partie pollution, c'est c'est 0,02% de la composition de l'atmosphère qui justement est composé de ces polluants. Donc un polluant, qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis la définition donc dans cette slide, hein, qui est la définition donnée par le Code de l'environnement. Ben, finalement, ça va être tous les éléments qu'on va introduire dans notre environnement qui vont nuire à notre santé, aux écosystèmes, qui vont avoir une influence sur le changement climatique, bref, qui vont modifier finalement notre environnement avec un impact néfaste pour la vie finalement de manière globale sur Terre. Donc, les polluants, finalement, ce qu'on voit ici, c'est que ils sont très peu présents dans notre atmosphère. Et pourtant, malgré le fait qu'il soit justement qu'il y en ait une infime partie de l'atmosphère, en fait, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Là, je vous ai mis un extrait de la page de l'Organisation mondiale pour la santé, avec un titre hein, qui est assez éloquent, ben, un effet dévastateur de la pollution de l'air sur notre santé. Donc, il y a un vrai sujet, justement, d'enjeu de santé publique par rapport à justement la qualité de l'air qu'on respire. Si on prend les chiffres de l'Organisation mondiale pour la santé, dans le monde, c'est presque 7 millions de décès prématurés chaque année. Si on prend les chiffres, là on va descendre en échelle, hein, si on prend les chiffres au niveau de l'Europe, en Europe, c'est plus de 500 000 décès par an qui sont justement dus à la pollution de l'air. Pollution de l'air, alors là, on précise extérieure, et on va également avoir des conséquences par rapport à l'air intérieur, parce que finalement, cet air que l'on respire, ben, c'est un continuum, et on passe la très grande majorité de notre temps aussi à l'intérieur des bâtiments. Et donc, c'est important aussi de s'intéresser à notre environnement intérieur et la qualité justement de l'air à l'intérieur. On voit que à la fois l'air extérieur et également l'air intérieur que l'on respire dans les bâtiments, dans nos bureaux, chez soi, a aussi une conséquence sur notre santé. Donc on voit, il y a des décès prématurés chaque année associés à cette pollution. Et si on regarde aussi de manière globale, ce que nous dit l'Organisation mondiale pour la santé, c'est que la plupart en fait, de la population, on est proche de 100%, 99% de la population respire un air qui ne respecte pas les recommandations qui sont émises par l'Organisation mondiale pour la santé. Donc dans cette slide, je vous ai mis voilà, les rapports de l'OMS. Il y a des liens. Quand vous aurez accès à la présentation, vous pourrez cliquer sur les liens pour avoir plus de détails justement sur ces enjeux. Si on regarde ensuite à l'échelle de la France, parce qu'on peut dire finalement, peut-être qu'à l'échelle européenne, c'est une spécificité de certains pays. Quand on regarde les chiffres en France associés à la qualité de l'air, c'est presque 50 000 décès chaque année prématurés associés à la qualité de l'air, à la pollution de l'air plutôt, ce qui en fait la troisième cause de mortalité après le tabac et après l'alcool. On voit que c'est un vrai sujet. L'alcool, le tabac, on peut chacun choisir finalement d'y être soumis ou pas. Mais en tout cas, c'est un acte personnel. La pollution de l'air, on est obligé de la respirer, on le partage. Donc c'est un vrai sujet de santé publique. De la même manière, pour vraiment comprendre les enjeux, ce n'est pas que non plus un sujet dans les grandes villes. Bien évidemment, dans les grandes villes, c'est là où on va retrouver le plus de population et on va concentrer le plus de pollution également. Donc c'est là qu'on va, si on regarde dans le détail justement ces décès prématurés, où est-ce qu'ils se situent en France. Ils sont bien évidemment principalement dans les grandes villes, mais ça concerne également les villes de taille plus petite et ça concerne également les zones rurales. Donc finalement, ça concerne l'ensemble de la population sur justement ce sujet. Donc, je vous ai parlé effectivement de décès prématurés, donc de mortalité. Il y a également des impacts sur la morbidité. Donc, la morbidité, ça va être les pathologies qui vont être développées associées justement à une mauvaise qualité de l'air. Pendant très longtemps, on a associé finalement une mauvaise qualité de l'air uniquement à des maladies qui étaient respiratoires, cancer du poumon, asthme, etc. Donc, bien évidemment, il y a un impact sur ces pathologies, mais de plus en plus, il y a des études qui montrent que les impacts vont au-delà uniquement de cette sphère respiratoire. On a également donc, des pathologies cardiovasculaires qui peuvent être développées en lien avec une mauvaise qualité de l'air. Il y a également par exemple, des diabètes de type 2. Donc ça, c'est vraiment une étude qui est sortie récemment. C'était il y a à peu près un an ou deux par Santé publique France. Et il y a également des études qui montrent qu'une mauvaise qualité de l'air peut être associée à des cas d'Alzheimer, des démences, donc à une santé mentale qui se détériore. Bref, en fait, ça ne touche pas que les voies respiratoires. En fait, la pollution, une fois qu'elle rentre
dans notre corps. Ensuite, les polluants peuvent circuler dans l'ensemble de nos organismes et toucher les différents organes. Donc, ce n'est pas que des pathologies respiratoires, ça concerne l'ensemble de notre corps. Je passe sur celui-là. Il y a donc des impacts sur la santé humaine. Il y a également des impacts sur la santé environnementale. Un des impacts que l'on cite régulièrement, c'est qu'une mauvaise qualité de l'air peut être associée aussi, va impacter les végétaux. Et on a une baisse notamment de rendement dans le monde agricole, avec là un chiffre justement sur la France par rapport à l'ozone, je vous détaillerai après. On voit qu'on a des baisses de rendement, donc des pertes également économiques. Bien évidemment, ça va impacter aussi la qualité des produits associés justement à des polluants. On peut avoir des nécroses des, euh, des végétaux. Et on a également, on peut penser aussi à tout ce qui va impacter la biodiversité, notamment au travers de l'introduction de pesticides qui vont nuire également à l'ensemble des écosystèmes et donc avoir une baisse de la biodiversité associée justement à une mauvaise qualité de l'air pour lequel les pesticides participent. On a également un impact économique, et là, quand on regarde les chiffres, on a quand même du mal à vraiment à imaginer ce que ça représente. Un rapport du Sénat qui a été fait il y a à peu près une dizaine d'années donc chiffrer les pertes économiques associées à une mauvaise qualité de l'air à environ 100 milliards d'euros par an. Donc quand on voit que effectivement on a quand même, on cherche de plus en plus de ressources et d'argent public, on voit que on a beaucoup d'argent qui est dépensé vis-à-vis de justement de pouvoir justement compenser les pertes économiques associées justement à une mauvaise qualité de l'air. Et donc, ces coûts économiques ils sont liés d'une part à des décès prématurés, mais ils représentent, hein, je vous ai mis les chiffres ici, ils représentent environ la moitié de ce coût-là, mais ils sont également associés à des impacts par rapport à la productivité, par rapport à des pathologies, donc à la morbidité, le coût pour la santé, et également donc tout ce qui est baisse de rendement, etc., des coûts qui sont associés à des éléments qui sont non sanitaires. Mais on voit donc qu'il y a un vrai enjeu aussi également économique associé justement à la qualité de l'air et que l'action serait quand même, si on parle uniquement de manière économique, beaucoup plus rentable que finalement la compensation des conséquences d'une mauvaise qualité de l'air. Donc, par rapport à cette introduction, on voit tout l'intérêt finalement de s'occuper effectivement de la qualité de l'air. Et donc finalement, pour pouvoir justement travailler dessus, on a besoin de la comprendre, donc de savoir, de l'observer, pour pouvoir justement agir. Donc comme ça a été présenté par Delphine en introduction, Atmosud, on est une ASCA, donc c'est l'acronyme pour une association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air. Donc c'est une loi qui date de 1996 qui a instauré justement la surveillance de la qualité de l'air en France et qui l'a confiée à des associations qui, dans leur gouvernance, sont quadripartites. Donc on va retrouver à l'intérieur de ces ASCA, donc de ces associations, on va retrouver l'État, on va retrouver également les collectivités, les acteurs économiques, donc finalement c'est le monde industriel, mais de manière beaucoup plus large aussi, hein, qui étaient historiquement les principaux émetteurs de polluants, mais on se rend bien compte aujourd'hui que finalement toutes les activités peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air. Et on a également les associations de défense de l'environnement, ainsi que les chercheurs qui composent justement ce quatrième collège. Et donc on voit que dans notre association, on réunit finalement l'ensemble des parties prenantes, ce qui nous permet d'avoir une forme on va dire, de bonne distance par rapport à chacun de ces groupes et des intérêts que pourrait avoir chacun. Donc, on n'est ni une association militante, on n'est pas non plus une agence de l'État et on n'est pas non plus au service des acteurs économiques et des industriels. Donc, on a vraiment cette bonne distance entre tous, ce qui nous permet d'avoir finalement de produire des résultats qui sont le plus objectifs possible et également de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs autour de sujets qui peuvent être problématiques pour pouvoir trouver des solutions et vraiment pouvoir aussi faire de la médiation pour pouvoir, alors on disait dans le slogan inspirer un air meilleur, mais en tout cas pour pouvoir travailler justement à améliorer cette qualité de l'air. Ces associations de surveillance de la qualité de l'air, on va en retrouver une par région. On est régional, on est regroupé au sein d'une fédération, Atmo France, pour avoir une représentation nationale. Donc, dans chacune de vos régions, vous pourrez retrouver l'équivalent d'Atmo Sud avec exactement la même gouvernance et les mêmes manières de fonctionner. Euh, alors,
Si on rentre plus voilà, dans le sujet de la pollution, on a vu en introduction les conséquences, derrière le terme de pollution, finalement, bah, on va avoir des polluants. Des polluants, il en existe énormément. Et c'est vrai que là, il faut quand même qu'on ait aussi l'humilité de dire que on n'est pas en capacité aujourd'hui de mesurer l'ensemble des polluants et des constituants de notre atmosphère. On va en mesurer les principaux euh, pour justement pouvoir représenter des éléments de la pollution. Donc, quand on parle des polluants, je vous ai mis sur cette slide différents termes. Donc, on va retrouver des éléments donc, de composition chimique, des gaz, on va retrouver également des particules. On peut les regrouper au sein de familles. Quand on parle de particules, par exemple, en fait, ce sont voilà, c'est une grande famille qui vont représenter toutes les composés qui sont solides ou liquides qui sont présents dans notre atmosphère. On peut les regrouper de par leur nature chimique ou par leur impact, ou en tout cas l'impact qu'on représente sur notre santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que des polluants, ben, on en a des nouveaux qui apparaissent, même régulièrement. Ce qui est dans l'actualité, et ce qui a fait l'actualité récemment, c'était les PFAS, hein, qui ont été un sujet qui a été émergent et sur lesquels on a travaillé, et donc là, c'est assez récemment, pour pouvoir définir des protocoles, pour pouvoir être en capacité de pouvoir les mesurer dans l'atmosphère et donc de pouvoir se rendre compte finalement de quel était l'état de contamination de ce compartiment. Donc il faut avoir à l'esprit que quand on parle de la pollution, derrière ce sont des polluants et qu'il en existe énormément. Si on rentre également dans le détail de ces polluants, certains finalement sont réglementés, certains sont très bien connus, et certains sont ce qu'on va appeler des polluants émergents. Pourquoi en fait on peut avoir cette différence? Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tous les polluants ne sont pas réglementés. On n'a pas un cadre normatif pour chacun de ces polluants qui nous permet de connaître finalement est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de normes, est-ce que c'est dangereux pour notre santé, etc. Ce qu'il faut tout d'abord, c'est quand on va s'intéresser à un polluant, c'est constituer une base de données environnementale. Dans quelle quantité on va le retrouver dans notre atmosphère. Donc là, nous, c'est vraiment notre cœur de métier de pouvoir mettre en œuvre des protocoles de mesure pour pouvoir quantifier voilà, la quantité de polluants qu'on va avoir dans notre atmosphère et que l'on va respirer. Ensuite, une fois qu'on a constitué ces bases-là, on va pouvoir travailler avec d'autres corps de métier, donc là plutôt le volet sanitaire, pour pouvoir évaluer quel va être l'impact de ces concentrations sur les populations. Et donc là, on peut avoir des éléments finalement qui vont travailler sur des cohortes ou vraiment avoir des études épidémiologiques. Et on voit qu'on a besoin quand même d'avoir un historique assez long de mesures pour pouvoir justement en évaluer l'impact sur les populations. Une fois que ces études sont menées, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle des valeurs de référence qui vont pouvoir nous dire, mais finalement, on a un risque acceptable plutôt en dessous d'un certain seuil de concentration par rapport aux études sanitaires qui ont été menées. Et ensuite, une fois qu'on a cette connaissance et ces recommandations, en tout cas ces valeurs toxicologiques de référence qui ont été établies, on va pouvoir en faire des réglementations qui vont être des compromis entre finalement vraiment que le volet sanitaire et ce qu'on est capable en termes de société d'accepter par rapport à un poids économique, des conséquences économiques, mais également une acceptation sociale. C'est pas parce que on a établi que finalement la présence d'un polluant pouvait avoir un risque sur notre santé qu'on va modifier directement notre comportement. Et donc, il faut aussi avoir une acceptation sociale de ces contraintes-là pour justement améliorer et répondre à des enjeux sanitaires. Donc, pour pouvoir illustrer ce cheminement, je vais vous prendre un exemple qui sont les particules, qui sont un des polluants voilà, dont on parle régulièrement et qui sont présents dans l'atmosphère et qui ont vraiment voilà, des conséquences et des pathologies. On entend souvent parler des particules fines, donc les particules fines PM2.5, c'est-à-dire des particules qui sont inférieures à 2,5 micromètres. Et récemment, on entend aussi parler des particules ultra fines. Et finalement, pourquoi on a cette différence et de quelle manière on va les traiter par rapport à ce que je vous ai présenté juste avant. Donc déjà, pour savoir, voilà, quand on parle des particules, je dis que c'était tout ce qui était solide ou liquide présent dans l'atmosphère, et on va les distinguer en fonction de leur taille. On parle de microparticules, donc ce sont les particules qui vont être plutôt de l'ordre du micromètre. Donc là, pour se rendre compte de ce que ça représente, une particule de 10 microns, c'est à peu près 10 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Donc on est vraiment sur des particules qui sont très fines et qui sont presque invisibles hein, à l'œil nu. Il faut qu'elles soient vraiment en forte concentration pour qu'on puisse du coup les visualiser. Quand on parle des particules fines PM2.5, c'est à peu près l'échelle de grandeur d'une bactérie.
Et ensuite, on a tout un monde aussi dans les nanoparticules, donc vraiment quand on va descendre en taille, qui sont là des particules qui vont être de la taille du virus, voire même en dessous de ce virus. Et pourquoi finalement on est attentif à cette taille des particules, c'est que en fonction de leur taille, elles ne vont pas avoir le même impact sur notre santé parce que elles ne vont pas finalement avoir le même chemin à l'intérieur de notre corps. Pour les plus grosses d'entre elles, donc celles qui font 10 micromètres environ, ben, celles-ci, elles vont rentrer, on va les respirer, mais elles vont s'arrêter très rapidement dans les voies respiratoires supérieures. Pour les particules PM2.5, les particules fines, donc, elles peuvent rentrer plus profondément et elles peuvent atteindre nos poumons. Mais globalement, elles vont s'arrêter à peu près à la sphère respiratoire. Et par contre, quand on regarde les particules ultra fines, celles-là, elles sont tellement fines qu'elles vont rentrer vraiment très en profondeur dans notre appareil respiratoire, dans nos alvéoles, et elles peuvent franchir la barrière sanguine, et une fois qu'elles se retrouvent dans notre sang, elles vont circuler dans l'ensemble de nos organismes, et elles peuvent se déposer justement dans différents organes, que ce soit le cerveau, que ce soit le cœur, etc. Et donc, c'est ce qui explique aussi qu'une partie finalement des pathologies qu'on identifie aujourd'hui associées à une mauvaise qualité de l'air ne sont pas que associées à la sphère respiratoire, mais concernent l'ensemble des organes. Donc on voit que c'est très important finalement de s'intéresser à cette question-là de la taille des particules. Et quand on s'intéresse à la taille des particules, ben, on va les mesurer. On va se dire, bah, OK, quelle est finalement la contribution de ces particules les plus grosses dans ce que je respire et la contribution des plus fines. Et donc, pour représenter les particules et leur concentration dans l'atmosphère, ben, historiquement et le plus intuitivement possible, on s'était dit, ben, on va peser la quantité de particules que l'on a. Et donc, historiquement, on a des méthodes qui on va prendre un filtre, une fois que quand il est propre, on va le peser, on va l'exposer ensuite dans un appareil qui va aspirer l'air, et donc on va connaître le volume d'air qui va passer à travers l'appareil, et donc qui va impacter notre filtre. Et une fois qu'on l'a exposé pendant une heure, une journée, on va le repeser et on va pouvoir connaître finalement quelle était la masse de ces particules qui étaient présentes dans notre atmosphère. Et ça, c'est vraiment une mesure qu'on réalise depuis des dizaines et des dizaines d'années sur lesquelles on a énormément de recul. En fait, on se rend compte que quand on va justement prendre cette métrique-là de la masse des particules, ben, une particule de 10 micromètres, si on considère que ces particules sont sphériques, en fait, elles vont peser autant que 1000 particules de 1 micron. Et cette particule de 10 microns, de 10 micromètres, elle va peser autant que 1 milliard de particules de 10 nanomètres. Donc ça veut dire que finalement, je vais avoir 1 milliard de particules qui vont impacter mon filtre, et il suffit que j'ai une particule de 10 microns pour faire le même poids. Donc quand je vais peser mes particules, je vais plutôt finalement surreprésenter la contribution de ces grosses particules, qui sont le moins impactants pour notre santé. Et donc, on voit qu'on a besoin d'avoir une nouvelle approche, une autre métrique pour pouvoir représenter ces plus fines des particules, et donc de pouvoir plutôt les compter, les dénombrer, plutôt que d'en représenter la masse. Et quand on va regarder vraiment ces deux aspects-là de ces mondes, donc quelle est la masse des particules qu'on a en suspension dans notre atmosphère et quel est le nombre de particules qui sont présentes, lorsqu'on va regarder quelles sont les contributions justement à ces émissions de particules, on voit qu'on ne raconte pas du tout la même histoire. Sur ce graphique, je vous ai montré sur la région sud, sur la gauche, la partie justement qui était associée aux émissions de particules fines, quand on va regarder la masse de ces particules qui sont émises, et on voit que c'est principalement le chauffage résidentiel qui va être le principal contributeur. Donc on va se dire qu'en termes d'action, il va falloir qu'on agisse justement sur le chauffage résidentiel. Par contre, si on regarde le nombre de particules, ben là, on voit qu'en termes de contribution, ça va plutôt être le transport, et le transport dans leur généralité, le transport routier, qui est représenté en bleu sur la partie droite, 45%, ou le transport maritime, qui représente à peu près un quart des émissions, sur lesquelles il va falloir agir pour réduire justement les sources de ces émissions. Donc on voit que c'est très important que suivant la métrique que l'on va avoir et la manière dont on va les représenter, on ne va pas avoir la même histoire qui est racontée. Je vous passe sur ces éléments pour accélérer. Et donc, si on reprend le schéma que je vous avais présenté juste avant, ben finalement, des particules fines PM2.5, alors là, je vous ai mis qu'on les mesure depuis 2009, en fait, c'est une nouvelle méthode qu'on avait, mais on les mesure bien avant les années 2000, alors que les particules ultra fines, on les mesure que depuis moins de 10 ans sur notre territoire. Donc, on connaît leur impact sanitaire, il y a déjà des études qui ont été menées, mais aujourd'hui, en termes d'éléments de valeur de référence, toxicologique de référence, bien qu'on sache que les particules ultra fines aient un impact sur notre santé,
on n'a pas aujourd'hui établi de normes consensuelles pour pouvoir déterminer quel était le seuil acceptable dans notre atmosphère, justement pour qu'on puisse qualifier cette air d'air sain. Et donc, quand on regarde les recommandations de l'OMS qui ont été mises à jour en 2024, on a pour les particules fines une norme qui est posée. L'OMS nous dit qu'il ne faut pas dépasser 5 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle, donc dans l'air qu'on respire. Par contre, pour les particules ultra fines, ben là, on va avoir quelque chose qui est moins ferme, en tout cas dans la manière dont c'est présenté. Et l'OMS nous dit que ben, environ 10 000 particules par centimètre cube, ben, ça peut être considéré comme des concentrations qui sont hautes. Mais on ne détermine pas aujourd'hui, finalement, une recommandation partagée sur justement les concentrations de ces particules ultra fines. Et donc, en termes d'application ensuite réglementaire, de quelle manière l'Europe, les institutions se saisissent de ce sujet-là, ben, on a des normes qui sont établies par les États membres. En France, on ne doit pas dépasser aujourd'hui 25 microgrammes par mètre cube, c'est la loi qui nous dit, et on a une nouvelle loi qui nous projette à 2030 et qui nous dit on ne devra pas dépasser 10 microgrammes. Sur les particules ultra fines, vu qu'on n'a pas de consensus par rapport à des recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé, mais il n'y a pas derrière de valeurs réglementaires qui sont appliquées. Donc on voit qu'on a besoin de continuer justement la mesure à mieux connaître ces concentrations de particules ultra fines dans les différents environnements pour pouvoir alimenter justement l'ensemble de la science et des études sanitaires pour pouvoir justement aller jusqu'à des recommandations et des valeurs réglementaires associées à ces éléments. Alors, je vois que l'heure tourne, je vais aller très très vite sur quelques éléments. Là, je vais rentrer plus dans le détail d'autres polluants. Le dioxyde de soufre, qui était le polluant historique dans la région où on mesure depuis plus de 50 ans. On voit qu'il y avait des enjeux historiquement. Aujourd'hui, on n'a plus d'enjeux sanitaires associés au dioxyde de soufre. Simplement, là aussi, quand on parle de pollution, il y a des enjeux locaux et des enjeux aussi de grande échelle parce que les polluants, ils sont réactifs. Et par exemple, quand on parle du dioxyde de soufre, le SO2, il est mis sous forme gazeuse, mais au fur et à mesure du temps, il va se transformer en particules secondaires. C'est vraiment des réactions chimiques qu'on va avoir dans l'atmosphère. Et donc là, ces particules, elles rentrent justement dans le cadre de ces particules ultra fines qu'on a vues et les particules fines, et là sur lesquelles on peut avoir un enjeu. Donc, sa forme gazeuse, il n'y a pas d'enjeu, localement, il n'y a pas d'enjeu, mais par contre, son émission peut contribuer à la formation de particules, et le temps de cette formation en particules, ça prend du temps. Donc là, on est plutôt sur un enjeu de grande échelle, et c'est loin des sources d'émissions que l'on va retrouver ce soufre sous forme particulière, et donc sous forme de sulfate. Et donc là, c'est plutôt un sujet de grande échelle. Et donc, c'est loin des sources qu'on va avoir des conséquences de ce polluant sur notre santé. Dans les polluants qui sont caractéristiques, on va retrouver le dioxyde d'azote, qui est plutôt un polluant qu'on va retrouver dans les villes, qui est associé principalement au transport, et notamment au transport routier. Et là, on voit l'historique des émissions de ce polluant-là à l'échelle de la France, qui est toujours principalement émis par le transport routier. Ce sont la couleur violette sur ces graphiques. Et on voit que l'introduction de normes dans les véhicules a permis de réduire justement les émissions associées au transport. C'est pas qu'on se déplace moins en voiture, au contraire, on se déplace beaucoup plus, mais cette augmentation d'activité a été compensée par une technologie qui est de plus en plus efficace et qui permet de réduire les émissions. Ça se traduit également en termes de concentration et donc de concentration vraiment qu'on respire. Je vous ai mis ici une cartographie donc, de la ville de Marseille, justement sur le polluant, sur le dioxyde d'azote. On voit la situation en 2015. Au plus on est rouge, au plus on est sur un air qui est dégradé, des concentrations importantes associées à ce polluant-là. On est exactement sur la même échelle sur la carte de droite en 2024 et on voit que on a quand même une amélioration de la situation. On a beaucoup moins de situations rouges en 2024 que ce qu'on avait en 2015. Pour autant, on a représenté aussi ici sur cette carte-là, en couleur jaune, les valeurs réglementaires qu'on va devoir atteindre en 2030. Et on voit qu'il reste des enjeux. On a beaucoup de zones encore qui sont jaunes sur cette carte-là. Et si on se projette encore plus loin par rapport à ce que nous recommande l'OMS, là, du coup, c'est plutôt la teinte verte qu'il faut regarder. Et là, on voit qu'on a quasiment l'intégralité de l'aire marseillaise qui est concernée par ce polluant. Je vais passer. On a également, pour vous donner aussi des éléments vraiment sur cette pollution, on a aussi un dernier polluant qui est l'ozone.
voilà, on appelle la star de l'été. C'est vraiment un polluant qu'on va retrouver de manière très saisonnière. On a besoin d'avoir du rayonnement solaire pour activer les réactions chimiques dans l'atmosphère qui vont être à l'origine de la production de l'ozone. Donc c'est plutôt un polluant qu'on va retrouver en concentration importante durant l'été et principalement dans les régions méditerranéennes. Là, on a un ensoleillement qui est beaucoup plus important. Donc une journée finalement caractéristique, on va avoir cette pollution, ce qu'on appelle photochimique. Ça va être une journée avec des températures élevées, un fort ensoleillement, peu de vent. Finalement, associé à cet ozone, on va également avoir d'autres polluants qui vont être formés par action chimique dans l'atmosphère. Et finalement, l'ozone est un traceur de cette pollution photochimique. Comme pour finalement pour les oxydes d'azote ou les particules fines, on a des concentrations quand même qui diminuent dans l'atmosphère. En tout cas, pour l'ozone, on a une baisse des pics de pollution. C'est ce qui est représenté sur ce graphique. On voit que par rapport aux concentrations très importantes, on en a de moins en moins sur notre territoire. Quand on pouvait avoir voilà, la canicule en 2003, on était de l'ordre de à peu près 80 jours où on dépassait le seuil de 180 sur notre territoire. En 2025, donc l'été dernier, on était à peu près à une quinzaine de jours. On a moins de pics d'ozone dans notre territoire. Par contre, l'ozone, c'est, quand on regarde les polluants que je vous ai présentés, le SO2, l'LO2, les particules fines, on regarde par rapport au début des années 2000, de quelle manière, en tendance, ces polluants, la concentration ont évolué. Tous les polluants ont diminué en moyenne, sauf un polluant qui est l'ozone. Celui-là, par contre, on a moins de pics. Et par contre, en niveau moyen, eh ben, on a quelque chose qui n'évolue pas à la baisse. Et c'est le seul polluant qui a cette tendance-là. Pourquoi finalement on a cette tendance alors qu'on réduit nos émissions de précurseurs qui vont être à l'origine justement de la formation de l'ozone? Parce qu'on a aussi un impact à l'échelle globale. Et donc, on a un transport de pollution qui se fait à l'échelle hémisphérique. Et quand on regarde les études qui sont produites sur ce sujet-là, on voit qu'en Europe, on a en fait une importation de ce polluant, de l'ozone, avec vraiment un enjeu à l'échelle de l'ensemble de l'hémisphère. On voit que la majorité de l'ozone que l'on va respirer en Europe, en fait, en France, ne provient pas uniquement de notre territoire, mais provient plutôt de zones extérieures à l'ozone. Et c'est même plus de la moitié qui provient en dehors de l'ozone. Les chiffres qui sont émis par les différents rapports, on voit que c'est de l'ordre de près de 2 tiers qui proviennent de zones en dehors de l'Europe. Et quand on regarde du coup en dehors de l'Europe, où est-ce qu'on a des augmentations finalement d'émissions de précurseurs de cet ozone et où est-ce qu'on a des augmentations de ces concentrations-là, c'est principalement en Asie et en Asie du Sud-Est où on a des augmentations de cet ozone qui, justement, par un transport à l'échelle hémisphérique, contribue finalement à compenser les efforts que l'on fait, nous, localement, pour réduire justement ces concentrations. Donc là, comme pour le CO2 et pour le climat, on a un vrai enjeu aussi de stratégie à l'échelle planétaire pour pouvoir réduire la pollution et améliorer la qualité de l'air pour ce polluant. Et l'ozone, je vous l'ai dit, il est également produit par réaction chimique, et donc le dérèglement climatique, le changement climatique avec des températures qui vont être de plus en plus chaudes et intenses, a également un impact sur ces concentrations. Et dans les différentes études qui sont menées et les simulations qu'on fait, on voit que à l'horizon 2050 et 2100, si on maintient les mêmes émissions, eh bien, on aura une concentration aussi qui va être plus importante en ozone. Et dans ma slide, je mettais finalement pour demain, mais c'est déjà aujourd'hui où on se rend compte qu'on a des territoires qui jusqu'à présent n'étaient pas concernés par des concentrations importantes d'ozone et des pics de pollution à l'ozone. Et là, la semaine dernière, on a eu une vague de canicule qui est très précoce quand même pour la saison et qui a été associée aussi à justement des épisodes de pollution à l'ozone à l'échelle de la France et notamment dans les territoires justement du nord de la France, ce qui est quand même très exceptionnel et ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Euh, Pour finir sur mes éléments de présentation, on va passer plutôt sur, maintenant qu'on a vu finalement les caractéristiques de la pollution et les différents polluants, de quelle manière finalement peuvent se structurer les actions pour pouvoir agir et pour pouvoir justement améliorer la qualité de l'air. Donc en France, on est très bien structuré, on a différents plans qui descendent, qui vont du national et qui vont jusqu'à l'échelle justement communale et qui sont interconnectés et qui sont tous cohérents. Donc on a des grands plans, toutes les collectivités mettre en place des plans pour justement améliorer la qualité de l'air, que ce soit pour des plans de climat, air, énergie territoriaux, des plans de protection de l'atmosphère. Bon, bref, toutes les collectivités doivent intégrer ce sujet-là dans leur planification.
c'est très bien, mais c'est vrai qu'on voit aussi, il n'y a pas de mais, pardon, on a aussi un gisement qui est associé à l'action locale. Plutôt que ce soit des stratégies qui soient descendantes, nous, on souhaite aussi travailler aussi sur une prise de conscience locale et finalement de quelle manière on peut agir sur le sujet. Et finalement, pour prendre conscience de ce sujet-là, on a besoin de comprendre l'ère qui nous environne, voilà, d'être accompagné et de pouvoir aussi éprouver et tester la qualité de l'air dans notre environnement. Et donc, on travaille l'ensemble des acteurs qui, sur la métrologie, ont travaillé sur le développement de cellules qui permettent de miniaturiser justement les capteurs de qualité de l'air. Et aujourd'hui, nous, on a développé des chaînes de capteurs qu'on produit donc sous licence open source, donc du plan peuvent être partagés pour vraiment travailler sur cette question-là de la qualité de l'air, que ce soit dans des environnements extérieurs, mais également dans des environnements intérieurs. Donc pour pouvoir mesurer également la pollution dans des environnements confinés, et pouvoir mieux comprendre aussi à quoi on est exposé régulièrement dans son quotidien. Et là, quand on regarde également donc, sur la pollution qu'on peut avoir en air intérieur, nous généralement on va mesurer le CO2, qui est un traceur du niveau de confinement qu'on peut avoir dans les bâtiments. Et là, c'est un élément aussi qui peut être intéressant et qui plaît souvent alors aux enseignants, mais aussi aux élèves, c'est que en fonction du niveau de CO2, au fur et à mesure finalement qu'on va être à plusieurs dans une salle et si on n'ouvre pas et qu'on n'aère pas suffisamment les locaux, on va avoir une concentration en CO2 qui va augmenter. Et à partir du moment où on va être au-delà de 1000 ppm de CO2 dans une pièce, ce qui atteint finalement assez rapidement, et ben on va commencer à avoir des premiers symptômes de somnolence. Et donc, c'est pas toujours finalement la qualité de l'intervenant qui fait que les élèves ne sont pas très réactifs par rapport à ce qui est enseigné, mais ça peut être aussi associé justement à des niveaux de concentration de CO2 qui peuvent être importants. Et dans les études qui sont menées, on voit que une concentration de environ 1500, alors 1400 pardon, ppm de CO2 c'est associé à une baisse des fonctions cognitives. Donc, si on veut vraiment travailler aussi sur les capacités d'apprentissage des élèves, c'est important de pouvoir avoir une bonne qualité de l'air intérieur, et donc de pouvoir mesurer ce CO2. Et on n'en a pas conscience, effectivement, si on n'a pas finalement une mesure de ce CO2 dans les pièces. Donc, c'est pour ça qu'on a développé des solutions. C'est le troisième capteur que vous voyez sur ces diapos, où on a vraiment un affichage aussi pédagogique de la concentration. Et quand on va dépasser des premiers seuils, par exemple au-delà de 800, on va commencer à dire attention, il faut commencer à ouvrir les fenêtres pour justement préserver les capacités cognitives des élèves et pouvoir préserver une bonne qualité de l'air à l'intérieur. Ces solutions, on les travaille de manière ouverte avec l'ensemble des acteurs et on a un lab qui nous permet justement de tester des solutions. Et ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être participatives et avec qui on peut travailler avec des associations, avec des enseignants, avec vraiment les différents acteurs pour pouvoir améliorer ces solutions et ces capteurs. On peut penser justement aujourd'hui, par exemple, dans ces capteurs d'air intérieur, on mesure le CO2. On est en train d'y associer également des mesures de bruit, parce que ça peut être aussi un vrai sujet. Et on peut imaginer voilà, de vraiment implémenter d'autres paramètres environnementaux pour vraiment améliorer aussi et s'adapter aux différentes spécificités d'environnement intérieur. Je vous passe ces éléments-là. Je m'approche de la conclusion. Oui, Damien, tout à fait. Il est 12h40 ici. Voilà, quelques éléments encore et on va passer aux échanges. Merci beaucoup. Voilà. Tous ces éléments que l'on travaille aussi, ce qui est important dans notre structure, c'est que toute la donnée qu'on produit, elle est ouverte, elle est open et elle est partagée. Donc, toutes les mesures qu'on va faire en environnement ambiant, etc., elles sont partagées et nos outils qu'on va développer, on les co-développe, ils sont sous licence open source. Donc, à la fois notre savoir-faire, mais également notre connaissance et nos données, elles sont ouvertes, elles sont partagées et on peut s'appuyer dessus pour justement améliorer les choses et imaginer aussi différents programmes et différents sujets. Pour finir, je vous dis aussi qu'on est en train de travailler donc sur des améliorations de notre dispositif de surveillance. Notamment, aujourd'hui, on travaille avec des données satellitaires qui sont vraiment de plus en plus accessibles. Donc, pour pouvoir coupler justement ces mesures très locales avec des données satellites et utiliser toute la richesse des données qu'on a à notre disposition pour améliorer justement les diagnostics et aider à la décision. Donc, on a différents projets qui sont soutenus pour pouvoir justement bénéficier de ce savoir-faire. Et on a également des travaux qui, on le veut, sont toujours le plus collaboratifs possible pour travailler avec les acteurs, pour vraiment que ces solutions qu'on développe, elles soient vraiment
utile pour les acteurs. Quand on parle des acteurs, c'est à la fois le monde académique, la recherche, mais également les acteurs décisionnaires, les citoyens, et vraiment l'ensemble des acteurs qu'on peut avoir sur un territoire. Voilà, j'aurais pu vous parler, j'avais une slide pour, voilà, pour vous dire, j'aurais pu vous parler de pollen, de décarbonation, voilà, de comment on communique sur ces sujets-là, etc. En fait, on peut, voilà. On a plein de sujets. Je m'arrête là pour laisser justement la place aux questions. Et, voilà, et je vous remercie en tout cas pour l'écoute que vous avez. Eh bien, merci, merci beaucoup, Damien. Oui, alors les questions qui apparaissaient sur votre dernière diapo, on va certainement y revenir dans les échanges. Il y a déjà eu quelques remarques. Je vais commencer par une première question de Jacques Olivier. Est-ce que les gaz à effet de serre émis par les activités humaines, mais déjà présents dans l'atmosphère, sont considérés comme des polluants? Alors, il y a peut-être deux questions dedans, hein. Jacques Olivier, j'espère ne pas trahir votre question. Est-ce que les gaz à effet de serre sont eux-mêmes des polluants? Et finalement, quand on mesure les polluants, est-ce qu'on mesure les stocks ou est-ce qu'on mesure les flux issus de nos émissions? Peut-être, voilà, pour Oui, commencer. alors c'est vrai qu'on a l'habitude de distinguer ce qu'on appelle polluants et gaz à effet de serre en disant les gaz à effet de serre, ça va contribuer au réchauffement climatique, les polluants, ça va principalement avoir un impact sur notre santé. Et par exemple, le CO2, en air ambiant à l'extérieur, il n'y a pas d'impact sur notre santé, on n'est pas sur des concentrations qui sont suffisantes pour avoir un impact. Donc généralement, dans la sémantique qu'on utilise, on va avoir cette distinction-là. Pour autant, il y a des frontières qui sont floues, parce qu'on peut avoir des polluants qui contribuent également au réchauffement voilà, et au changement climatique. Et finalement, quand on prend la définition d'un polluant, un polluant, c'est une substance qui va avoir un impact sur notre environnement. Donc finalement, tout est polluant. Simplement, on va avoir des polluants qui vont plutôt avoir un effet sanitaire, des polluants qui vont avoir un effet sur le climat, et des polluants qui peuvent être sur ces deux aspects-là, avoir un impact sanitaire et un impact également sur le climat. C'est vrai qu'en termes de représentation, vous l'avez très bien dit Vincent, sur les gaz à effet de serre, on regarde également, parce qu'on va être attentif, on va être attentif au flux d'émissions. Et quand on parle de neutralité carbone, on est bien sur cette notion-là de flux d'émissions, et donc de dire qu'on compense tout ce qui est émis par justement un flux négatif, ce qu'on va stocker. C'est un objectif, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on réduira du coup la concentration. Une fois qu'on est neutre, on augmente plus la concentration. Et donc, on est sur cet aspect-là de flux et non pas de stock. Sur les polluants, effectivement, là, on est plutôt sur une notion de stock parce que c'est la concentration qu'on va respirer qui est importante. Et c'est vraiment la concentration dans l'air ambiant ou dans l'environnement intérieur. C'est vraiment cet aspect-là qui va avoir un impact sur notre santé. Merci Damien. Alors, sur les polluants, on va y revenir. Alors, encore une fois, ça apparaissait dans votre diapo de fin. On a eu l'impression que vous parliez plutôt de polluants chimiques. Qu'en est-il des polluants biologiques? Et la notion de polluants émergents, est-ce que vous auriez un ou deux exemples de pollution et de polluants émergents qui attirent votre attention, sur laquelle vous recherchez des protocoles pour pouvoir les mesurer? Oui, alors il y a effectivement, voilà, dans les polluants biologiques, il y a effectivement un vrai sujet qui est sur les pollens. Voilà, on a à peu près un tiers de la population qui est allergique. Dans les 10 prochaines années, c'est à peu près la moitié de la population, on estime, qui sera allergique justement à des pollens. Et donc, c'est un vrai sujet justement de surveillance parce que quand on est allergique, voilà, pour les personnes qui le sont, ça entraîne vraiment des vraies nuisances. Au-delà des nuisances, enfin, il y a un impact sanitaire très fort. Cette surveillance, c'est effectivement, ça a été confié, alors c'est assez récent, ça a été confié en fait depuis cette année, ça a été confié au réseau des Atmos. Et donc aujourd'hui, on a bien un sujet qui est lié, une observation qui est liée. Et là, je vous invite également à aller sur notre site. On a créé un média qui s'appelle Inspiron et dans lequel on fait intervenir différents intervenants et notamment des scientifiques. Et on a traité aussi cette question-là de pollution pollen avec un terme contracté qui était les polluènes. Ouais, et parce que, en fait, finalement, ces pollens vont être aussi vecteurs de pollution, de la pollution qui peut s'accrocher dessus. Et quand on a de la pollution qui est beaucoup plus présente, ben, on va être beaucoup plus sensible également au pollen. Donc, on a aussi un effet comme ça de synergie entre les deux qui est très fort. Donc, finalement, si on veut lutter aussi contre les allergies, on a besoin aussi de lutter contre en tout cas pour une meilleure qualité de l'air. On a vraiment ces deux sujets qui sont liés. Sur les polluants émergents, ben, on a par exemple la question des pesticides. La question des pesticides, c'est un vrai sujet aujourd'hui. On a défini des protocoles de mesure, mais aujourd'hui, on n'a pas encore de valeur de référence associée à ça. Et donc, on est en capacité de les mesurer. On alimente aujourd'hui des différentes études pour pouvoir justement déterminer des seuils acceptables dans l'atmosphère. Donc, on peut penser aux pesticides. On peut penser justement, voilà, j'ai très rapidement évoqué tout à l'heure les PFAS. Là, pareil, ce sont des polluants voilà, qui sont émergents. Et finalement,
on a de cette manière-là, en fait, on va avoir très régulièrement voilà, des nouveaux polluants qui vont être, voilà, qui vont rentrer dans notre scope. Et donc, on voit qu'on a de plus en plus de connaissances aussi sur les impacts finalement qu'on négligeait jusqu'à présent. Et donc, voilà. Je m'arrête ici pour laisser la place aux autres Oui. questions. Et juste, Pierre rajoute cette question, est-ce que l'on retrouve aujourd'hui des nanoplastiques dans l'air et est-ce qu'on les mesure? Alors, c'est une très bonne, c'est une très bonne question. Oui, on en retrouve dans l'air. On est plutôt donc aujourd'hui au stade de protocole de recherche pour pouvoir les mesurer. On ne les mesure pas de manière automatique sur l'ensemble de nos réseaux. Là, on est plutôt encore dans un sujet qui est plutôt dans l'aspect voilà, de recherche pour pouvoir évaluer les quantités des nanoplastiques dans l'atmosphère. D'accord. Vous avez évoqué bien entendu les impacts de ces polluants sur la santé, une question de Jacques Olivier. Pour la France, certains contestent les 48 000 décès annuels imputables à la qualité de l'air et à la mauvaise qualité de l'air. Savez-vous sur quelle base s'appuie-t-il? Y a-t-il finalement des controverses autour de ces, ou des incertitudes autour de ces estimations? Oui, alors il y a effectivement, il peut y avoir des controverses, comme dans toutes les études, hein, il y a des incertitudes associées à ces éléments-là. C'est vrai que c'est quand même une étude ces 48 000 morts ont été, voilà, c'est des chiffres qui commencent à dater. Pour autant, quand on regarde quand même toutes les études plus récentes qui ont été menées, et en fait, ce qu'on mène de plus en plus, ce sont des études aussi qui sont beaucoup plus territorialisées, pour pouvoir là aussi pouvoir les lier à l'action. On voit qu'on ressort quand même dans des ordres de grandeur qui sont quand même de cet ordre-là, de manière très régulière. Donc, on sait de toute façon qu'il y a des conséquences et que effectivement, une mauvaise qualité de l'air, ça a un impact sur justement des morts prématurées. Après, là aussi, bon, après, c'est pas ma spécialité, hein, les impacts sanitaires, mais c'est vrai que cette notion de mort prématurée et de qu'est-ce qui est imputable à quoi, il peut là effectivement y avoir un débat, mais là, je laisserai plutôt voilà, les spécialistes de ces études sanitaires pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là. Et ce qui est certain, et ce qui est là où ça ne souffre pas de controverse, c'est qu'il y a bien évidemment un impact sur notre santé, des morts prématurées et également des impacts de morbidité. Donc vraiment une dégradation aussi de notre santé associée à la qualité de l'air. Vous avez, en prenant deux exemples, celui de l'ozone et celui du dioxyde de soufre, montré des expositions qui avaient tendance à diminuer au fil du temps, ces dernières décennies. Une question de Sophie, en lien peut-être avec ça, ne serait-il pas utile de remplacer la surveillance du dioxyde de soufre par ces polluants émergents? Alors oui, alors c'est exactement ce qu'on fait. On a un observatoire qui est dynamique. C'est-à-dire que historiquement, on avait, par exemple, donc dans la région sud, on a la zone de l'étang de Berre, qui est une zone très industrialisée, dans laquelle on avait des dizaines et des dizaines de points de mesure de dioxyde de soufre. Aujourd'hui, en fait, on a réduit justement ce nombre d'analyseurs et on vient aujourd'hui sur d'autres mesures, notamment des particules ultrafines qui ne sont pas encore réglementées mais qui sont justement très intéressantes pour pouvoir alimenter toutes les études sanitaires derrière. On mesure aujourd'hui des composés organiques volatiles, donc qui sont vraiment très spécifiques à certains process industriels. Donc on a effectivement un observatoire qui est en évolution. Ce qu'il faut voir aussi quand même derrière, c'est que des fois, on va mesurer certains polluants qui n'ont pas un enjeu direct réglementaire, mais qui vont nous permettre d'être des traceurs d'activité. Et donc, ils vont nous permettre aussi de pouvoir mieux comprendre et mieux expliquer des concentrations. Par exemple, le SO2 est encore présent dans les carburants marins. Et donc, quand on a une station à proximité d'un port, on va mesurer ce SO2, non pas parce qu'il y a un enjeu direct de sa concentration, mais parce que quand on va mesurer des augmentations de ce SO2, ce dioxyde de soufre, on sait qu'on va être principalement dans un panache de navires. Et donc, on va pouvoir y associer justement des contributions et des relations associées à cette mesure. Donc, on a des mesures qui nous servent comme traceurs et d'autres qui nous servent effectivement vraiment pour leur aspect sanitaire. Bon, vous imaginez, Damien, qu'on ne pouvait pas terminer ce webinaire sans parler des ZFE, les zones à faible émission. Et ben, c'est Jacques Olivier qui l'a fait. Merci, Jacques Olivier. Je vais relire votre remarque, votre question. Concernant donc ces fameuses ZFE, un des arguments portés par certains consistait à dire que de nombreux progrès avaient été réalisés pour la qualité de l'air, notamment grâce à des évolutions normatives, et qu'à ce titre, l'effort demandé aux automobilistes était en quelque sorte disproportionné au regard de l'effort demandé. Que penser de tout ça? Globalement, est-ce qu'on a un petit bilan à faire sur les endroits où les ZFE ont été mis en place, sur le plan en tout cas santé, qualité de l'air?
Alors, ben, je vais vous prendre l'exemple de Marseille, parce que c'est vraiment le territoire dont on s'occupe et qu'on surveille, et qui était concerné par la mise en place justement d'une ZFE. Le périmètre qui était concerné était le périmètre dans lequel on avait le plus de pollution, dans lequel on avait le plus de population exposée. Donc, on voit qu'on avait un périmètre dans lequel on avait besoin d'agir, et dans ce périmètre-là, effectivement, le transport routier était une des principales sources de pollution. Donc on avait besoin d'agir du coup sur là-dessus. Après, la manière dont a été mise en place ces ZFE et elles ont été décidées. C'est vrai que finalement, il y avait on peut dire en tout cas par rapport à l'acceptation des citoyens, il pouvait y avoir une remise en question en se disant, mais finalement, on va m'interdire, moi, de circuler dans ma zone de faible émission avec mon véhicule diesel, et quand je lève les yeux, ben, je vois qu'il y a des navires qui sont en limite de cette zone de faible émission, et qui sont aussi des moteurs diesel qui n'ont pas de filtration, et eux ne sont pas concernés par cette zone faible émission. Donc là, on a bien vu que il y avait un manque de concertation pour pouvoir justement mettre en place des solutions. Nous, en tout cas, ce qu'on, ce qu'on souhaite par rapport à ces, justement, si on prend cet exemple-là et les retours d'expérience que l'on a, c'est que oui, on avait un besoin d'action. On avait un besoin d'action dans ces territoires. Oui, on a besoin d'agir sur le transport routier dans ces territoires. Mais par contre, on a besoin de prendre en compte les spécificités locales et que ce soit travaillé aussi par les acteurs locaux. Et donc, parce que finalement, une solution qui va être bien à Paris, ben, elle sera peut-être pas voilà, aussi bien applicable à Marseille. Et le cas, voilà, vraiment d'une zone maritime d'import, ben, bien évidemment, vu de Paris, on pouvait pas la prendre en compte. On n'a pas du tout la même problématique. Donc, on a besoin aussi quand même d'avoir justement ces concertations locales pour pouvoir agir et de lier aussi les actions, non pas que à de la restriction, mais à de l'amélioration. C'est-à-dire que finalement, une zone à faible émission, si on prend que l'aspect restriction de circulation, bien évidemment, ça ne peut pas être accepté. Si par contre, on prend justement l'angle de on va améliorer justement les transports en commun, on va améliorer les mobilités, on va pouvoir se déplacer de manière plus douce, dans un environnement plus apaisé, avec moins de bruit, avec plus de sécurité, etc. Et qui vont également, on va avoir un air qui va être plus sain, ben, là on voit qu'on n'est pas que sur la contrainte, on est également sur une amélioration. Et donc, c'est vraiment aussi l'ensemble de ces aspects-là, donc de ne pas décorréler finalement l'air de l'ensemble de l'environnement, qui peuvent nous permettre finalement d'avoir des actions et vraiment de pouvoir avoir des actions qui soient beaucoup plus consensuelles et qui soient vraiment voilà, adaptées à l'échelon local. Et donc, ça permet finalement de dire aussi qu'il ne faut pas compartimenter les sujets, pas compartimenter le climat, l'air, la sécurité, le bruit, etc., mais vraiment de prendre les éléments dans leur ensemble. Et on voit bien que de cette manière-là, on arrive à avoir des plans qui sont beaucoup plus cohérents et beaucoup plus acceptés par l'ensemble des acteurs. Si on reste sur le couplage justement entre la question de l'air et celle de la décarbonation, dans les rapports sur l'atténuation, notamment ceux du GIEC, la question des mobilités douces est souvent recommandée, donc éviter de prendre son véhicule, plutôt pédaler, marcher, bien entendu. Sur le plan de la qualité de l'air, est-ce que c'est toujours à recommander ça? Ah, oui, alors oui, alors là-dessus, la majorité des sources de gaz à effet de serre ont également un effet néfaste pour la qualité de l'air. De manière, on est quand même le plus souvent, on est assez synergique sur ces actions-là. Quand on va décarboner, bien souvent, on va également améliorer la qualité de l'air. Il y a par contre certains sujets, certains enjeux sur lesquels on peut avoir quand même des effets qui peuvent être contraires. Et on va prendre par exemple l'exemple du bois de chauffage. Lorsqu'on se chauffe, bah, finalement, il y a eu un très fort développement justement sur le sujet du bois de chauffage, notamment pour les particuliers. Le bois étant considéré, quand on est dans une bonne gestion des forêts, comme neutre en carbone, parce que finalement, on va renouveler le stock de bois. Par contre, quand on va brûler du bois dans sa cheminée, on va impacter la qualité de l'air. On le voit très bien, hein, même visuellement, dans des quartiers résidentiels quand on est chauffé au bois, ben, on voit même hein, cette pollution et on voit ces particules. Et donc, on a là, par contre, quelque chose qui est antinomique entre la lutte contre le changement climatique et la lutte contre, voilà, pour une meilleure qualité de l'air. Donc, c'est important aussi de pouvoir justement traiter des sujets dans leur ensemble pour vraiment avoir des vraies synergies et ne pas avoir des luttes entre voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour le climat, qu'est-ce qu'il faut faire pour la qualité de l'air. Par contre, sur la question des transports, là, on est très synergique et effectivement, de pouvoir voilà, se déplacer de manière active, c'est bon pour la planète, c'est bon pour, voilà, pour améliorer la qualité de l'air, c'est bon pour notre santé aussi.
Voilà, on est actif et ça fait du bien à tout le monde. Donc on peut marcher sans modération. Peut-être allons sur le côté du rôle que vous avez. Vous nous avez parlé de la structuration des Atmos en France, de ces associations. Moi, je suis un établissement, imaginons, et je me dis, ben, j'aimerais bien travailler ces questions, faire un truc avec vous. On a compris, alors, qu'est-ce que vous proposez? Vous avez parlé de protocole, vous avez parlé d'outillage aussi en open source. Peut-être éventuellement faire des relevés sur les campus ou dans les établissements. Est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu les différentes possibilités d'interaction qu'il y a entre ben, vous, votre structure et des établissements qui seraient intéressés à travailler sur cette question? Oui, alors déjà on a tout un programme de formation et de sensibilisation, que ce soit pour les professionnels, en tout cas en termes de formation. On a une certification Calliope. Donc on a des formations, on peut proposer des formations aux différents enjeux, que ce soit la qualité de l'air extérieur, que ce soit du coup la qualité de l'air intérieur, mais également de quelle manière justement ces sujets de l'air doivent être intégrés dans les métiers. On a également des formations vraiment pour une bonne prise en compte de ces éléments-là. On a également tout un programme pédagogique et de sensibilisation donc qui commence du plus jeune âge pour les primaires, les collèges, mais également pour les lycéens qui peuvent être très bien aussi adaptés pour justement les enseignants, en tout cas les élèves du supérieur, et qui peuvent être récupérés par l'ensemble du corps enseignant, parce que là aussi, ces outils sont ouverts, sont libres et sont utilisables. Ce programme pédagogique s'appelle L'air et moi, et donc on peut le télécharger directement depuis le site d'Atmosud ou depuis justement la plateforme L'air et moi